Session extraordinaire du Parlement jeudi pour débattre du projet de loi sur l'aménagement du temps de travail. Procès d'une filière de drogue à Versailles, le trafic portait sur 9 tonnes de cannabis. 100 000 jeunes sans diplôme à la fin de l'école, c'est l'enquête sur l'orientation scolaire. Bonsoir. Pour les uns, il était urgent d'attendre. Pour les autres, c'était un projet venant compléter les réformes entreprises depuis 1981. Aujourd'hui, le chef de l'État et le Premier ministre ont tranché. Le Parlement est convoqué jeudi prochain en session extraordinaire pour tenter de faire aboutir le projet de loi sur l'aménagement du temps de travail. À l'occasion des vœux de Nouvel An, le président de la République, dans un gentil brouhaha, l'a confirmé, tout sourire, au président du patronat français, Yvon Gattaz. Voici ce qu'il fallait entendre. Oui, oui, j'ai signé ça aujourd'hui, en guise de Nouvel An. Il faut bien faire ce qu'on a commencé à faire. Au bout de s'y est achevé. Bonne année. Alors ce projet de loi sur l'aménagement du temps de travail a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 12 décembre dernier. C'est un projet qui vise à une réduction du temps de travail, mais il renvoie à la négociation entre partenaires sociaux, le soin de mettre au point cette évolution. Cependant, les partenaires sociaux n'avaient pas réussi à se mettre d'accord et depuis la fin de l'année 84, on discutait jusqu'à la décision du gouvernement de présenter un projet de loi. Sur le contenu de ce projet et sur son itinéraire législatif cahotant, commentaire de Maryse Manou. Une semaine à 37 heures, l'autre à 41 pour un salaire identique, à condition que la moyenne hebdomadaire ne dépasse pas 38 heures en fin d'année. C'est l'un des aménagements que rendrait possible le projet de loi. En fait, il s'agit d'un cadre. C'est aux partenaires sociaux de l'adapter et donc de se mettre d'accord. Les partisans du projet ne sont pas légion. Edmond Maire pour la CFDT et Paul Markelly pour la CGC. Les adversaires sont plus nombreux. André Bergeron et Force ouvrière et surtout Henri Krasuki et la CGT. Restent Jean Bornard de la CFTC et le patronat d'Yvon Gattaz sur des positions moins radicales. Le fossé se creuse. Plus personne n'y croit quand le gouvernement décide, le 20 novembre, de légiférer. C'est une grande première, les députés vont travailler même le dimanche. Peine perdue, les communistes se lancent dans une bataille d'amendements, plus de 350. Le Sénat n'a matériellement plus le temps d'examiner le texte, c'est le but recherché par les communistes. Pour le gouvernement, il n'y a plus que 2 solutions, laisser tomber ou convoquer une session extraordinaire au Parlement. Il faut ajouter que les syndicats dans les entreprises se sont montrés beaucoup plus favorables à cette flexibilité du temps de travail que les confédérations au niveau national. Et c'est sans doute pour cette raison que le secrétaire général de la CFDT, Edmond Maire, se montrait, lui, très favorable à la loi sur le temps de travail. Il ne faut pas bloquer, estimait Edmond Maire, les choix des salariés dans les entreprises. La décision du gouvernement nous apparaît tout à fait positive, car vraiment ça aurait été tout à fait dommage que l'on ne prenne pas en compte l'intérêt des salariés des entreprises. Parce que finalement, la loi envisagée va permettre de mieux répondre aux souhaits des salariés, d'avoir plus de liberté dans l'organisation de leur temps de travail, et aussi va permettre d'adapter la façon de travailler dans des entreprises qui ont besoin de ça pour créer des emplois. C'est donc une loi positive. Reste bien sûr que le Sénat va devoir s'exprimer. Alors, nous avons demandé entrevue à M. Poher, le président du Sénat, mais aussi aux divers groupes du Sénat. Nous espérons que les sénateurs sauront dépasser les aspects tactiques, sauront prendre en compte l'intérêt des salariés des entreprises et ne retarderont pas l'adoption d'une loi qui est bien nécessaire parce que sinon, la déréglementation sur le terrain risque d'être très préjudiciable aux salariés. Alors, en revanche, ceux qui menaient bataille contre le projet du gouvernement se trouvaient aussi bien à la CGT d'Henri Krasuki qu'à Force ouvrière. Le secrétaire général de cette dernière organisation, André Bergeron, déclarait que le gouvernement persiste pour des raisons politiques. Alors, réaction d'Henri Krasuki, et puis tout d'abord celle d'André Bergeron. Écoutez, je pense que le gouvernement aurait bien mieux fait de rester tranquille. Je reste opposé au contenu du projet de loi préparé par les services de M. Delebarre. Je ne sais pas ce qui va se passer pendant le débat parlementaire, le Sénat, puis de nouveau l'Assemblée nationale. Ce que je peux vous dire, c'est que nous continuerons
à faire de notre mieux pour empêcher la mise en cause des dispositions du Code du travail qui nous paraissent essentielles pour les salariés. Ce projet de loi, il est vraiment malfaisant. Il comporte des mesures de baisse directe des salaires, une augmentation du chômage, des atteintes à la liberté des gens et la porte ouverte à l'arbitraire patronal. Nous ferons le maximum pour que cette loi ne soit pas votée. Les parlementaires communistes avaient eux aussi multiplié les critiques et les manifestations, qualifiant même de loi scélérate le texte présenté par le gouvernement. Et cet après-midi, Georges Marchais, au siège du Parti communiste, place du colonel Fabien, annonçait que le combat continuait. Les grands principes invoqués hier sont loin. Il s'agit de donner le maximum de gages au patronat et à la droite en frappant le plus fort possible les salariés et les syndicats. En somme, ils ont décidé de mettre ce projet de régression sociale dans leur corbeille de mariage avec la droite. Alors pour le Parti socialiste, Lionel Jospin a affirmé qu'il n'avait pas d'objection de fond et le ministre du Travail, Michel Delebarre, a simplement souligné la détermination du gouvernement. Question, Jean-Louis Le Senne, pourquoi cette détermination gouvernementale? Vous savez, depuis plusieurs semaines déjà, les ministres se succédaient pour constater que s'il fallait s'arrêter de travailler dès qu'il y a une campagne électorale en France, ou dès que la majorité peut craindre de devenir minoritaire, on ne ferait plus grand-chose dans notre pays. Cet après-midi encore, dans les colonnes du Monde, Laurent Fabius affirmait sa résolution tranquille. Pour l'aménagement du temps de travail, disait-il, je pense qu'il faut avancer et j'espère que l'obstruction des dirigeants communistes et le cas échéant des partis de droite ne nous empêchera pas de mener à bien cette réforme grâce à un texte raisonnable. François Mitterrand, visiblement convaincu par ces remarques, a décidé de relever le gant en convoquant le Parlement en session extraordinaire, bien que le calendrier ne lui soit pas favorable, car le texte a déjà été adopté par l'Assemblée, le Premier ministre ayant engagé sa responsabilité. Tout va donc repartir cette fois du Sénat. Or, au Sénat, le gouvernement n'a pas la possibilité de demander l'urgence, de mettre en avant le fameux article 49, alinéa 3 de la Constitution. Et les sénateurs communistes ont toujours la possibilité de faire traîner les choses. Jusqu'à quand? Là est la question. Quand le texte reviendra-t-il devant l'Assemblée? Là est l'autre question. Car s'il revient en février, en pleine campagne électorale, combien de députés, exception faite des communistes, prendront-ils le risque de quitter leur département pour une guéguerre qui aura un air de déjà-vu? La flexibilité bien comprise méritait sans doute un meilleur sort, mais elle fait partie à l'évidence des avancées sociales dont souhaitent pouvoir s'enorgueillir le président de la République et le gouvernement à l'heure du bilan de la législature. Chaleureux, bourré de sous-entendus ou tout simplement poli, les échanges de vœux de bonne année toute cette journée au Palais de l'Élysée ont permis au président Mitterrand de rencontrer aussi bien les autorités religieuses, les responsables industriels ou politiques. Avec le président du RPR, le maire de Paris, Jacques Chirac, on a évoqué l'éventualité de l'alternance, M. Chirac souhaitant qu'elle se fasse dans la dignité. Avec le président du Sénat, ensuite, M. Alain Poher, le ton était, paraît-il, beaucoup plus critique. M. Poher reprochant le rythme du travail parlementaire imposé aux sénateurs et le président Mitterrand répondant que les règlements des assemblées avaient toujours été scrupuleusement respectés. Puis c'est le président de l'Assemblée nationale, Louis Mermaz, qui était reçu par le chef de l'État. J'ajoute que dans un entretien publié aujourd'hui par le journal Le Monde, le Premier ministre Laurent Fabius se prononce en faveur de la réduction du mandat présidentiel à 5 ans. Laurent Fabius qui sera l'invité de l'heure de vérité sur Antenne 2, mercredi prochain. Je trace ma route, c'est ce que réplique Robert Hersant dans un éditorial publié ce matin à la une du Figaro. Il répond ainsi aux critiques formulées après son rachat du groupe du Progrès de Lyon. Pour ne pas perdre une guerre, il convient d'être en avance d'une loi, dit M. Hersant. Hier soir, le ministre de la Justice, Robert Badinter, confirmait qu'une action serait engagée contre Robert Hersant pour avoir enfreint délibérément la loi. Ce lundi, Raymond Barre publiait un communiqué. Le député de Lyon parle d'hypocrisie générale et souhaite que soit complété notre droit de la concurrence par un code spécifique en matière de communication. H commerçant, c'est un peu la construction d'un empire de presse et l'impuissance de la loi à protéger le pluralisme. Enquête d'Olivier Lerner. Voilà Robert Hersant à la tête de son 24e journal. Aucun homme n'est au-dessus des lois, dit-on à droite comme à gauche, mais Robert Hersant prouve bien le contraire.
La commission Caillavet, qui représente le citoyen lecteur, a beau jeu de lutter pour la transparence et le pluralisme de la presse, elle n'a que peu de chances de voir son avis suivi d'effets déstabilisateurs pour Robert Hersant, de surcroît député européen. En l'état, j'ai une obligation morale. Cette obligation, je l'accomplirai jusqu'à son terme. Si M. Hersant commet des infractions à la loi, il ne doit pas être placé au-dessus de la loi. Vous pouvez toujours organiser la résistance aujourd'hui face à Hersant? Ne parlons pas de résistance. C'est un mot qui d'ailleurs ne sied pas à M. Hersant. Mais en tout cas, nous organiserons des procédures qui permettront la défense du pluralisme. Que risque l'homme qui tire plus vite que son ombre? 100 000 francs à 1 million de francs pour cette nouvelle acquisition, une peccadille. 100 000 francs à 500 000 francs pour n'avoir pas prévenu la commission Caillavet de son opération de rachat, une broutille. Mais le parquet peut poursuivre à condition de voir lever l'immunité parlementaire de Robert Hersant. Il est indiqué dans les textes que cette immunité du parlementaire ne joue pas en cas de flagrant délit. Alors qu'est-ce que le gouvernement attend pour déposer plainte? À la place de le faire, peut-être va-t-il le faire dans les heures qui viennent, ou dans les jours qui viennent, je le souhaite. Mais on peut se poser la question, pourquoi n'a-t-il pas fait depuis vendredi ou samedi? Il n'y a aucune raison d'attendre l'avis de la commission Caillavet. Le gouvernement aura beau lâcher la machine judiciaire demain ou après-demain, aucun membre du Parlement européen ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé dans l'exercice de ses fonctions. À Strasbourg, sur la liste de Simone Veil, Robert Hersant est à l'abri. La mère de Dari Boudboul, Madame Elisabeth Kons-Boudboul, déclare hier soir sur Antenne 2 que son gendre assassiné, l'avocat Jacques Perrot, enquêtait, avant de mourir, sur de la dynamite. Elle refusait d'en dire plus à Pierre Bresse. En fin de matinée, ce sont les policiers qui l'ont convoqué au quai des Orfèvres. La belle-mère de l'avocat Jacques Perrot a quitté discrètement les locaux de la brigade criminelle dans le milieu de l'après-midi. Explication d'Hervé Brusini. Plus de 4 heures d'interrogatoire, ici même dans les locaux de la brigade criminelle. 4 heures pendant lesquelles les policiers ont posé et reposé la même question à Madame Elisabeth Boudboul, l'ex-avocate. Quel est donc le contenu explosif de ce dossier dont vous avez parlé hier soir devant les caméras d'Antenne 2? Ont-ils obtenu une réponse? Pour l'instant, on l'ignore. Une certitude pourtant, Maître Perrot conduisait effectivement une enquête sur les activités passées de sa belle-mère. Il voulait accumuler des informations, faire pression sur elle et réduire les prétentions de la famille Boudboul quant à la garde du petit Adrien, l'enfant qu'il avait eu avec Dari Boudboul. Mais voilà, Maître Perrot n'a semble-t-il laissé aucune trace, aucun papier sur cette enquête. Alors, les hommes de la criminelle doivent convoquer tous les familiers de Maître Perrot. À l'un d'entre eux, il aurait déclaré « J'ai découvert des choses incroyables ». Ces choses, il les aurait peut-être même confiées à l'un de ses confrères, un ami de la famille Boudboul. A-t-il fait par erreur ou intentionnellement? Autre piste pour les enquêteurs, tenter de reconstituer toutes les allées et venues et jusqu'aux conversations téléphoniques de Maître Perrot. Un voyage fait en Tchécoslovaquie pour y organiser une course de chevaux, d'éventuels coups de fil avec l'Italie. Les familles Perrot et Boudboul devraient prochainement se constituer partie civile. Il y a fort à parier qu'elles ne le feront pas de manière conjointe. En effet, Hervé Brusini, Dari Boudboul vient de se constituer partie civile ce soir, et donc elle l'a fait de son côté. À Versailles, devant le tribunal de grande instance, 18 personnes seront jugées pendant une semaine pour trafic de drogue. C'est sans doute le plus gros procès en la matière. Toute une filière a été démantelée, 9 tonnes de résine de cannabis ont été saisies, et pour ce procès, on n'a pas ménagé sur les mesures de sécurité. Compte rendu Paul Lefebvre. Souvenir de l'affaire de Nantes, mais aussi crainte sans doute fondée d'une action quelconque en faveur ou en extrême défaveur des inculpés. Les mesures de sécurité étaient grandes à Versailles aujourd'hui. 200 hommes, dont le fameux raid, les détenus amenés par convoi de 5 prisons différentes dans la région parisienne, les magistrats escortés par la police, plus les fouilles au portique, devenues l'une des arcades de la justice moderne. Rassemblés, j'allais dire, entassés dans une salle trop petite et provisoire du tribunal de Versailles, les 18 inculpés ont refusé énergiquement de se laisser filmer. La loi le leur permet. Dommage, d'une certaine manière, car on aurait pu ainsi visionner, et c'est rare, une famille complète de trafiquants de drogue. Les fournisseurs, les importateurs, les distributeurs et surtout les financiers. Rappelez-vous, à Pâques 1984, cette prise énorme, 6 tonnes de résine de cannabis, autrement dit le H, révélée par l'Office central de répression du trafic des stupéfiants. C'était ces gens-là qui détiennent encore aujourd'hui à leurs dépens le record de la plus grosse prise de cannabis en France.
18 donc des Libanais, des Marseillais, des Parisiens, avec en vedette Roger Campana, 47 ans, déjà fort connu à Marseille pour avoir été l'un des grands patrons du racket des machines à sous et qui est accusé d'être le financier de cette opération, une parmi d'autres, son alter ego étant un certain Hikmet Nassar, un Libanais qui lui a disparu. Disparu également une partie des 12 tonnes embarquées à Tripoli, au Liban, et débarquées sous l'œil de la police et de la douane à Marseille, qui n'interviendront qu'après avoir découvert et surveillé l'ensemble de la filière, tout le réseau. 3 tonnes volatilisées, pas pour tout le monde bien entendu, qui sont en quelque sorte la rançon de la prise. Le procès va durer toute la semaine et les inculpés risquent au maximum entre 15 ans et 20 ans de prison. À Évry, c'est devant les jurés de la cour d'assises qu'a jugé depuis cet après-midi Roger Knobelspies et 4 autres personnes sous l'accusation de vol à main armée. Il s'agit de l'interception d'un fourgon blindé près de Palaiseau dans l'Essonne au mois de mai 1983. 3 des 5 accusés plaident non coupables et parmi eux Roger Knobelspies, qui avec ses 38 ans d'existence en a déjà passé près de la moitié en prison. C'est lui qui fut parmi les premiers à dénoncer les conditions de vie des détenus et notamment ceux qui vivaient dans les quartiers de haute sécurité. Portrait de Roger Knobelspies par Bruno Ledreff. C'est la lutte de Roger Knobelspies contre les quartiers de haute sécurité, aujourd'hui supprimés, qui l'a fait connaître. Il écrit 2 livres dans lesquels il dénonce, je cite, le lieu de mort au goutte à goutte qu'est la prison. Des intellectuels se mobilisent, Foucault, Mauriac, Garaudy. Il est libéré sur grâce présidentielle. C'est toujours un homme révolté. On dit Roger Knobelspies, laissez l'écriture aux bourgeois, laissez l'écriture aux intellectuels. Vous, Knobelspies, vous pouvez vous exprimer qu'avec vos points, qu'avec votre violence, qu'avec votre hargne. Moi, Roger Knobelspies, je m'exprime aussi avec ma sensibilité. Je peux parler d'amour, je peux parler du prolétariat, je peux avoir des réflexions politiques. Je suis un homme comme tout le monde, j'ai des qualités, j'ai des lâchetés. Mais après 12 ans de prison, Knobelspies n'est plus un homme comme tout le monde. La culpabilité semble lui coller à la peau. En 82, on le dit impliqué dans une fusillade. Je suis un homme qui s'inquiète de recommencer le cycle infernal de l'erreur judiciaire, qui a passé 12 ans de sa vie en prison pour un délit que je n'ai pas commis et dont personne ne m'a encore rendu justice. Je considère qu'il est tout à fait normal qu'on m'ait libéré. Je vis légalement dans la légalité. Je n'ai rien à voir avec cette affaire. Il est mis hors de cause, mais un an plus tard, le voici à nouveau arrêté, accusé de hold-up. Cette fois-ci, l'affaire est grave. Il clame à nouveau son innocence. Innocent du hold-up de Palaiseau, j'ai simplement une histoire habituée pour Baron. C'est pour ça que je suis là. C'est une cabane de policiers. Roger Knobelspies a 38 ans. Il en a passé 16 en prison. Il en risque maintenant 20 de plus. Conseil aux parents et conseil aux élèves. Attention à l'orientation scolaire. C'est le début du second trimestre aujourd'hui et pour beaucoup, il s'agit déjà de trouver le bon aiguillage. Que faire après l'école? La question n'est pas mince. Ils sont en effet 100 000 jeunes chaque année à quitter l'école sans diplôme. La loi de l'orientation scolaire est parfois très dure. Retenez bien, dès le début de l'enquête d'Estelle Gouzy et de Jean-Louis Bousser, les réactions des jeunes interrogés. Est-ce que tu sais à quoi ça sert l'orientation? Pas du tout. T'en as jamais entendu parler? Si. C'est pour orienter après la classe de 3e. Moi, personnellement, l'orientation, ça me dit pas grand-chose, mais... Pourquoi? Je sais pas, parce que je sais pas exactement ce que je veux faire pour le moment. Ça te fait peur? Bah ouais, si c'est pour faire quelque chose qui me plaît pas, ouais. Sauf si je veux faire un métier où est-ce qu'il faut poursuivre mes études et puis qu'on me met autre part, non, ça m'intéresse pas. À ton avis, ça peut arriver? Bah ouais, j'en connais à qui c'est arrivé. L'orientation leur fait peur et ils ont raison. Derrière ce mot se cache une réalité alarmante. Orienter signifie éliminer. C'est ce que révèle aujourd'hui une étude commandée par la communauté européenne. Les élèves ne sont pas orientés sur leurs aptitudes car l'école ne s'intéresse qu'à une seule filière, celle qui mène au bac. Alors, comme à l'armée, on est apte ou inapte. Et là, en fin de 5e et de 3e, c'est l'orientation vers l'enseignement professionnel. On n'oriente que ceux qui échouent parce que dans notre école telle qu'elle fonctionne, et je parle essentiellement de l'enseignement secondaire, nous avons une conception de la réussite qui est extrêmement étroite, qui est une réussite fondée sur la maîtrise de l'intelligence abstraite, et tous ceux qui, aux yeux des enseignants, ne paraissent pas avoir cette maîtrise, sont considérés comme ne pouvant pas accéder à la réussite et sont donc rejetés. Tenter de définir un projet personnel avec le conseiller d'orientation ne sert pas à grand-chose. Son avis sur l'élève influence rarement la décision.
Au moment du dernier conseil de classe, en fin d'année, les enseignants ont tout pouvoir et pour eux, seules les notes comptent. En quelques minutes se décide le sort de l'élève, son avenir, un avenir que les enseignants ne veulent pas trop connaître. Ici, on sanctionne avant tout l'échec, orienté, BEP. Souvent mal orienté, surtout désorienté. Est-ce que tu sais pourquoi tu as été orienté? J'avais pas tellement de bons résultats. Est-ce qu'on t'a demandé ce que tu voulais faire avant de t'orienter? Oui. Tu le savais? Non. Alors, on a décidé quoi? De me mettre au LEP. N'importe où? Non, mais j'avais demandé mécanique. Tu l'as pas eu? Non. Pourquoi? Il y avait un petit peu de place. Chaque année, 100 000 jeunes abandonnent cet enseignement sans aucune qualification. Devant ce constat alarmant, l'éducation nationale veut réformer le système d'orientation. Elle compte avant tout sur la prise de conscience des enseignants pour changer les règles du jeu. Donner enfin à l'orientation un rôle positif où les goûts et les aptitudes des jeunes seraient déterminants. Sport, cyclisme, Laurent Fignon n'a décidément pas de chance. Il s'est fracturé la clavicule droite sur la piste du Palais des Sports de Madrid. Vous voyez, il a un des maillots marron, vous allez voir, maillot brun, et il va tomber. Laurent Fignon, la chute, on ne l'a pas vu, mais Laurent Fignon s'est quand même fracturé la clavicule droite. Il sera donc indisponible sans doute pour plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. En ski, Coupe du Monde dames, la Suissesse Vreni Schneider a remporté le slalom géant de Maribor en Yougoslavie. Erika Hess est toujours première au classement général de la Coupe du Monde. Et puis en football, parmi les qualifiés des 32e de finale de la Coupe de France, un club de promotion, Évry, et puis l'équipe des Moutiers qui a réussi l'exploit de battre les Verts, Saint-Étienne. Tintement des clochettes savoyardes pour encourager Moutier. Ce petit club de division d'honneur recevait hier Saint-Étienne, leader du groupe A de division 2. Coup de théâtre, tir à bout portant, Kédia donne le but de la victoire à l'équipe de Moutier. Tout le village, grimpé sur des gradins de fortune, exulte. Grosse surprise, pied de nez à Saint-Étienne qui n'avait pas subi de telles vexations depuis 30 ans. L'outsider qui bat le favori. Cela nous rappelle Elbiard qui avait éliminé Reims. Décidément, la Coupe de France réserve toujours des surprises et les Stéphanois en ont fait les frais. Des Verts malchanceux, perturbés par ce terrain bosselé et verglacé. Les montagnards, aux pieds plus sûrs, en ont profité pour s'imposer 1-0. Paris-Dakar maintenant, sans marque de cigarette. Aujourd'hui, l'étape à parcourir était celle d'Insala Tamanrasset, a signalé l'abandon de Jacques Anquetil. Paris-Dakar, spécial Antenne 2, avec Patrick Chen et Jean-Louis Calmejane. Un homme seul sur l'aéroport d'Insala, c'est Jacques Anquetil. Il a dû abandonner au cours de l'étape El Golea-Insala et rentre à la maison. Quand on abandonne dans un Tour de France et qu'on est au bout du rouleau, là malheureusement il y a des questions mécaniques et je crois que c'est le plus important dans Super Rallye Dakar. C'est la mécanique avant tout et on n'y peut rien du tout. On a cassé une boîte de vitesse, on l'a remplacée dans la nuit, on en a cassé une deuxième et là il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout, alors on est obligé de ne pas prendre le départ de cette étape. L'année prochaine, vous revenez ? Je ne vais pas penser encore à l'année prochaine, j'ai déjà pas prévu de venir cette année. Enfin, j'en garde pas un mauvais souvenir. J'ai appris beaucoup de choses, les conditions de vie qui sont beaucoup plus difficiles. Mais seulement quand on était coureur cycliste, on passe un peu partout. J'ai appris quand même à monter une tente, je ne savais pas avant. J'ai appris à coucher dans un sac de couchage et sous la tente. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une aventure, mais qui ne s'improvise pas. L'image la plus surréaliste, la plus folle de ce Paris-Dakar, c'est celle-ci. Ce camion aux formes insensées qui flirte gentiment avec les 200 km/h. Parce que l'enjeu d'un succès dans cette catégorie s'est considérablement amplifié depuis l'an passé, ils sont 72 à s'être engagés. Mais ils sont 3 seulement à viser la victoire au Dakar, Capito, Groan et De Rooij. Si j'ai un peu de réussite, c'est vrai que je devrais gagner cette année. Vous êtes le plus fort dans la catégorie camion. Je l'espère sans doute, mais il faut tenir 22 jours. 3, 2, 1, top! Tenir face à Capito, par exemple, un Allemand vainqueur l'an passé à la surprise générale. De Rooij est très vite, c'est vrai, sur le sable. Il est bon, mais quand on sera sur un autre terrain, en Afrique noire, j'aurai toutes mes chances. Pour que le duel De Rooij-Capito soit parfait, il ne manque plus qu'un arbitre. C'est un Français de Clermont-Ferrand, Georges Groan. Je pense que nous sommes tous à notre place. Et j'attends une ou deux étapes. Je pense que je devrais reprendre Capito. Par contre, De Rooij est intouchable avec sa machine de course. C'est vraiment un joli prototype. On le voit évoluer devant nous. Il marche très fort. 3, 2, 1, le top!
Il marche très fort, c'est vrai, le camion de De Rooij. Et pour lui faire échec sur ce terrain très roulant de l'étape d'aujourd'hui, il fallait des éléments extérieurs. Comment peut-on aller plus vite que ce DAF lancé à plus de 180 km/h sur la piste? Ses adversaires doivent patienter, attendre l'Afrique comme Capito l'an passé. Ou plutôt attendre l'incident, incident que nous surprenons ici avec l'hélicoptère d'Antenne 2. De Rooij roule depuis 50 km dans la spéciale de Harak et son pneu avant droit est percé. En Formule 1, on change une roue en 10 secondes. Pour un camion, on prévoit généralement 20 minutes avec un bon entraînement. Les trois équipiers s'affairent, chacun a son rôle. La roue dans le désert. Belle performance. Ils mettront moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes, salut les gars, bonne temps. Faites pas trop de bruit au-dessus de nous. Capito et Groan, déjà distancés, n'ont pas eu le temps de revenir. Moindre mal pour De Rooij. De Rooij qui peut souffler maintenant? Pas du tout. 20 km plus loin, c'est le pneu arrière droit qui rend l'âme, la guigne. Cette fois-ci, on ne jette pas la roue, il faut récupérer la jante. L'assistance ne suivrait plus. Probablement, il était un petit peu sous-gonflé. Le premier, ça doit être dû à un choc. On a quand même décollé tout à l'heure à 180. Et je pense que le pneu avait souffert un peu hier dans la spéciale qui est très rocheuse. Mais on prend l'habitude, vous voyez, tout à l'heure 10 minutes pour réparer. Là, à peine 5 minutes pour changer le pneu, c'est bon, on tient le rythme. On tient le rythme et on garde le moral, même si Capito et Groan en ont profité pour passer. Mais le Dakar est encore long. Des nouvelles du classement maintenant et des étapes avec le toujours impressionnant Zaniroli vainqueur aujourd'hui. Même sur terrain rapide, sa Mitsubishi fait mieux que les Porsche. Des Porsche un peu malheureuses aujourd'hui comme celle de X et Claude Brasseur, victimes des problèmes de radiateur. Bon, pour éviter un motard, on a été obligé de faire un écart, puis on a touché un caillou qui a crevé le réservoir de refroidissement. Le radiateur sera réparé, Porsche n'est pas encore à genoux. Avec Mitsu, la lutte continue. Toujours en tête du classement auto, Patrick Zaniroli sur Mitsubishi, Gabro gagne l'étape mais ne prend que la seconde place au général, 3e Metsch, 4e Raimondi, 5e Lartigue. Pico sur Yamaha remporte l'étape, mais le Belge Younen, toujours en tête du classement, devant l'Italien Balestrieri, viennent ensuite les Français Bakou, Lallet et Neveu. Et la météo avec des chutes de neige, Laurent Boussier. Eh oui, vous savez, en météo, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hier, c'était la tempête en Bretagne. Demain, une petite vague de neige qui arrive sur la France. Alors, on regarde la photo satellite avec cette dépression là au large de l'Irlande. Et puis cette perturbation qui va arriver demain sur les côtes de l'Atlantique d'abord avant de pénétrer sur la France. Une perturbation humide qui arrive sur un sol froid, ça nous donne du verglas et de la neige. Donc, de la neige sur la carte du temps prévu. Pour demain, avec le matin, un temps assez clair sur l'extrême est, mais très vite, le ciel deviendra gris, très nuageux, avec de la neige en plaine sur le nord-est et puis en montagne à partir de 500 mètres sur les Vosges, sur le Jura, sur les Alpes, sur le Massif central et puis sur les Pyrénées où les risques d'avalanche demeurent très importants. Une petite amélioration l'après-midi uniquement sur les côtes de l'Atlantique. Côté température, elles sont stationnaires ou en très très légère baisse de 1 à 8 degrés sur la moitié nord et de 4 jusqu'à quand même 12 degrés sur la moitié sud. Notre agenda pour demain, comme tous les jours, le voilà qui arrive. Demain, c'est mardi 7 janvier, le soleil se lève à 8h45, se couche à 17h09, 1 minute de soleil en point. Et puis bonne fête Raymond, bah oui. Ah oui. Je vous rappelle la principale information de ce 6 janvier, la décision du chef de l'État de convoquer en session extraordinaire le Parlement pour examiner le projet de loi sur l'aménagement du temps de travail. Le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2 avec Philippe Arroir aux environs de 23h30 et puis demain 6h45 Télématin qui aura un an et un jour. À demain 20h. Bonsoir. Merci.